Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Robin Williams. Vu que j'avais fait Eddie Murphy, j'avais fait Jim Carrey, j'avais fait les Wayans Brothers, c'est vraiment mon genre préféré, les comédies. Et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse Robin Williams, mais waouh, quand j'ai commencé le deep dive, je savais évidemment qu'il y avait certains points négatifs, un peu de dépression et de tristesse comme ça a pu être le cas pour Jim Carrey, mais j'avoue que je m'attendais pas à tout ça. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire, donc let's go. Robin Williams, il est né le 21 juillet 1951 à Chicago. Son père, il était un cadre dans l'entreprise Ford et sa mère, c'était une ancienne mannequin. Il avait deux demi-frères, mais il a été élevé comme un fils unique parce qu'au final, les deux demi-frères, ils étaient plus grands et en plus, ils n'avaient pas grand chose à faire de Robin. Faut savoir qu'il a grandi dans une famille aisée, du coup, leurs ancêtres, c'était que des gens haut placés et du coup, ils avaient une nounou qui s'occupait de Robin parce que les parents, ils étaient quasi tout le temps en déplacement, ils étaient ailleurs et donc c'est la nounou qui a élevé Robin et il faut savoir que Robin du coup il se sentait très seul. Il s'inventait du coup des amis invisibles et il enviait ses potes qui avaient des frères et sœurs parce que lui il rêvait que de ça et il s'est rendu compte que dès qu'il faisait des blagues ça attirait un peu l'attention de sa mère et donc il va toujours chercher à la faire rire pour avoir son attention. Et sa mère elle dira plus tard qu'en fait elle se rendait pas du tout compte qu'il se sentait à ce point seul. Bah oui madame, si tu n'es pas là, tu ne peux pas t'en rendre compte. Faut aussi savoir que du coup ils ont énormément déménagé, donc ça pareil ça n'aide pas les enfants quand tu fais que déménager, puisque en 8 ans il a fait 6 écoles différentes, ce qui fait que quand il était à l'école il se faisait vachement harceler, de par le fait que du coup il était nouveau, il était un peu en surpoids et il était aussi très introverti donc il restait beaucoup dans son coin. Et donc il se faisait harceler pour tout ça. Mais heureusement, quand lui il avait 16 ans, son père il est parti relativement tôt à la retraite. Et donc ils se sont installés à San Francisco et du coup il a pu rester là-bas. Et du coup au lycée ça se passait beaucoup mieux. Il était le clown, sans surprise, il faisait rire tout le monde, mais il faisait aussi du sport, donc il cochait vraiment toutes les cases, il était très populaire quand il était au lycée. Et il faut savoir que du coup le père de Robin, il le voyait comme un futur diplomate, sauf qu'au final Robin c'était pas trop son truc, et à force de participer à plusieurs représentations de théâtre, il va se dire qu'en fait c'est ça qui l'attire. La raison de pourquoi il aimait ça, c'est parce que ça lui donnait l'attention dont il avait désespérément besoin. Sauf que les parents de Robin, ils étaient pas du tout d'accord avec ce choix, si bien que ses amis du groupe de théâtre, quand ils voulaient venir chez Robin, il fallait qu'ils viennent en cachette parce que les parents, ils acceptaient pas qu'il ait ce genre de fréquentation. On en est là. Bref, il se démarquait tellement qu'on lui a offert les frais de scolarité à Juilliard. Enfin, en anglais, ça se dit a scholarship, mais je sais pas vraiment quelle est la traduction en français. Donc, en gros, on lui a proposé de venir tout frais payer pour faire des cours avancés à l'école de Juilliard, à New York, qui est du coup une des meilleures écoles de théâtre. Et sachant qu'ils avaient été que deux à avoir reçu cette opportunité. Donc, il y avait Robin et l'autre, c'était l'acteur Christopher Reeve, qui du coup par la suite est devenu un acteur aussi assez connu, et les deux sont restés très proches, ils étaient vraiment comme des frères. Sauf qu'au final, il est allé à Juilliard, mais Robin il s'ennuyait beaucoup, et les profs ils vont même lui dire qu'ils avaient plus rien à lui apprendre parce que il savait déjà tout, et il était vu comme limite un génie en fait. Et du coup au bout de 2 ans à Juilliard, il va partir et il va commencer à faire du stand-up, et puisqu'il était hilarant, ça va tout de suite prendre, et en fait il a vraiment développé son style de stand-up avec le temps, parce qu'il va se retrouver dans des endroits, dans des bars, où les gens ils avaient pas assez d'attention, enfin les gens étaient bourrés, étaient drogués à l'époque, c'était vraiment hyper à la mode, et du coup pour garder l'attention des gens, il fallait qu'ils parlent vite, il fallait qu'il n'y ait pas de moment de pause, qu'il n'y ait pas de cut, et du coup c'est comme ça qu'il s'est mis à avoir ce style de personnage qui parle vite et qui parle fort. Le parle fort il l'a aussi développé parce que des fois il était dans des endroits où les micros ne marchaient pas, donc il était obligé de parler fort, et donc c'est avec toutes ces expériences là qu'il a vraiment créé son style, sa marque qui lui est propre. Et il va être opéré par le producteur George Schlatter qui va lui proposer de venir pour le reboot de Laugh-In, et même si ce reboot il n'a pas fonctionné, ça va quand même lui faire avoir un pied dans le milieu, surtout que dans le processus il aura attiré l'attention d'un autre producteur, Gary Marshall, qui était le producteur de la série Happy Days. Et donc en effet, en 1978, il va être dans la série Happy Days, il va avoir un rôle vraiment secondaire, qui va faire quelques apparitions, il va être le rôle de Mork, qui était un alien, et au final, il a tellement plu ce personnage qu'ils vont créer un spin-off qui va s'appeler Mork and Mindy et qui va durer de 1978 à 1982. Et ça a été vraiment un énorme succès, c'est vraiment ça qui va le propulser. Et il faut savoir qu'il y avait énormément d'improvisation sur cette série de la part de Robin. Ensuite, en 1980, il va faire le film Popeye et c'était un échec, faut le dire.
mais ça a quand même marqué par encore une fois un peu son style d'acting. Et quoi qu'il arrive, lui, ça va pas l'arrêter, puisqu'en 1982, il va faire le film The World According to Garp. Et ça a été un super succès, tant au niveau des critiques que du public, parce que Dieu sait que des fois les critiques sont toujours un peu difficiles, mais là, non, c'était vraiment un succès à tous les niveaux. En 1984, il va faire le film Moscow on the Hudson. Et il faut savoir que pour ce film, il a pris des cours d'accent de russe pour parler russe et pour avoir un accent russe qui était réaliste. Et il a aussi appris à jouer du saxophone. Et c'est drôle parce qu'en fait, il savait pas lire la musique. Donc en fait, c'est pas si tu lui donnes une feuille, il va réussir à faire la musique. Non, en fait, lui, il retenait par cœur la mélodie. Si on lui demandait à quelle note ça correspondait, il savait pas du tout. Mais il savait dans quel ordre il fallait jouer les notes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un génie quoi finalement. Et du coup pour sa performance, il va être nominé au Golden Globe pour meilleur acteur mais il va pas le remporter. En 1986, il va faire des shows de stand-up qui vont être diffusés sur HBO et ça va super bien marcher, du coup il va en faire plusieurs. En 1987, il va être dans le film Good Morning Vietnam. Son rôle il est basé sur un vrai mec de la radio qui avait une émission qui était diffusée au Vietnam et qui disait Good Morning Vietnam. Et du coup ils l'ont repris pour le film. Pendant le tournage de ce film, Robin il était très stressé parce qu'il n'avait pas encore eu un projet qui l'a propulsé autant que Mork and Mindy. Du coup il était très dur avec lui-même et du coup le directeur il essayait de tout faire pour que Robin lui fasse confiance en fait. Et heureusement ça a fonctionné et ce film ça a eu comme je l'ai dit un énorme succès. Il a été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur. Bon, il l'a pas remporté. En 1989, il va y avoir Dead Poets Society, qui est basé sur le livre du même nom. C'était un genre un peu plus dramatique de ce qu'on est habitué à le voir, mais il a quand même gardé un peu sa physicalité et son humour qui lui est propre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la production voulait absolument Robin pour ce rôle, sauf que le directeur et Robin ne s'entendaient pas du tout. Et du coup, la production a carrément viré le directeur et l'a remplacé par un autre. Tout ça pour que Robin joue le rôle. Ça montre vraiment le pouvoir qu'il avait à ce moment-là. Pour ce rôle, il a encore eu une nomination aux Oscars. Ensuite, en 1991, il y a eu The Fisher King. Et pour ce rôle, il était très, voire trop dévoué. En fait, il voulait toujours refaire des scènes alors que c'était pas nécessaire. Le directeur, il lui disait mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, c'est super. Mais non, Robin, il voulait faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Il était très, très, très investi. Et très dur avec lui-même, toujours. Et du coup, les autres membres du crew, ils disaient qu'ils osaient même pas aller le voir et aller lui parler dans les moments où il était comme ça, parce qu'il était vraiment genre dans une intensité folle. Et encore une fois, une nomination, mais pas de victoire. La même année, il y a eu le film Hook, et il n'a pas énormément eu de succès, mais je voulais l'en parler parce que moi, tout ce qui touche à Peter Pan, j'adore, c'est un film que j'aimais beaucoup petite, même si je trouve que c'est pas la meilleure adaptation de l'univers de Peter Pan. Et en 1992, il va y avoir du coup le film Aladdin et il va prêter sa voix au génie. Vraiment, pour le coup, le personnage du génie, il a été calqué sur Robin Williams. Enfin, vous avez sûrement remarqué que le visage du génie, c'est vraiment le visage de Robin Williams. Et du coup, quand il a fait le doublage, il a fourni mais énormément de contenu, c'était beaucoup d'improvisation, il était vraiment libre, il faisait ce qu'il veut. Et du coup, il y a tellement eu de contenu qu'ils ont même pas pu tout mettre dans le film. Et il va enfin remporter un Golden Globe pour sa performance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a accepté de faire la voix du génie, il a accepté un salaire qui était beaucoup plus bas que ce qu'il méritait, soyons honnêtes, parce que c'était Robin Williams. Mais il a dit « Ok, j'accepte », mais par contre, il voulait pas que le génie et que du coup sa voix soit utilisée pour faire la promotion du film. Sauf que Disney n'a pas respecté le contrat et ils vont utiliser le génie et du coup de facto la voix de Robin pour faire la promotion du film. Et donc Robin, ça lui a pas du tout plu et c'est pour ça qu'il n'est pas revenu pour le film Le Retour de Jafar. Et sauf que quelques années plus tard, il y a un nouveau PDG qui va venir à Disney et il va s'excuser publiquement auprès de Robin et il va lui offrir un tableau de Picasso. Robin, il va accepter de revenir pour le 3e film Aladdin et par la suite, Robin, il va recevoir le titre de légende de la part de Disney. Un autre film iconique en 1993, c'est Mrs. Doubtfire. Il faut savoir qu'il mettait 4 heures par jour pour le maquillage et pour le costume et ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ma vidéo sur The Grinch par rapport à Jim Carrey qui du coup passait des heures au maquillage aussi. Et du coup là encore une fois Robin il va donner énormément de contenu pour le directeur Christopher Columbus. D'ailleurs Christopher Columbus c'est celui qui a fait les films Home Alone, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus. Et du coup pour sa performance il va remporter le Golden Globe du meilleur acteur et aussi le People's Choice Awards pour le meilleur film de comédie et l'acteur préféré. En 1995, un autre film iconique, c'est Jumanji. Il faut savoir qu'au début, il voulait pas y participer si le script ne changeait pas. En fait, il voulait que la relation entre le père et le fils soit un peu plus ancrée, soit un peu plus mis en avant. Et une fois que ça a été changé, il a accepté du coup d'y participer. Et ça, vous le savez aussi, c'est un énorme succès. Ensuite, en 1997, il y a eu le film Good Will Hunting, qui était quelque chose un peu plus émotionnel que ce qu'on était habitué à voir.
Sauf que, comme à son habitude, Robin il trouve toujours le moyen de rajouter un peu son humour, en tout cas surtout sur le tournage. Toutes les personnes qui travaillent avec lui sur ce film ont dit qu'à chaque prise, il proposait vraiment quelque chose de différent et que c'était super cool de travailler avec lui. Et c'est là qu'il va remporter son premier Oscar pour meilleur second rôle. À la suite de ça, il y a eu beaucoup de films très dramatiques, très dark, et qui n'ont pas forcément une super réussite. Et donc en fait, il va tomber un peu dans un cercle vicieux. Il choisissait des films dark parce que c'est les émotions qu'il ressentait à ce moment-là. Il n'était pas du tout dans une bonne passe de sa vie. On en parlera dans la partie 3. Le fait que ces films ne réussissent pas, ça engendrait qu'il était toujours aussi mal et que du coup, il retombait encore plus dans ses démons et dans ses travers. Donc il était vraiment pas dans une bonne passe. Mais encore une fois, on va parler dans la partie 3. En 2009, il y aura le film World's Greatest Dad. Et à la base, pour ce film, il voulait faire qu'une apparition parce qu'il voulait rendre une faveur à son ami qui était directeur. Il s'est dit, bon, si je fais une apparition, ça t'aidera à booster le film. Sauf qu'au final, quand il a lu le script, il s'est dit, ouais, non, finalement, je veux bien faire le rôle principal. Et là, pour le coup, il avait 100% confiance au directeur et dans le script, c'est quelque chose qui le touchait. Et du coup, il n'y avait pas d'improvisation pour ce film. En 2013, il y aura le film The Big Wedding. C'était pas un énorme succès, c'est un film très léger. Il l'a essentiellement fait pour l'argent parce qu'il était vraiment dans une période de sa vie où il prenait un peu tout ce qu'il avait pour se faire de l'argent. Parce qu'il était dans une phase un peu de paranoïa. Il venait de divorcer, donc il avait l'impression qu'il allait manquer d'argent. Et donc il s'est dit il faut que je prenne ce qu'il y a. Moi j'avais envie de parler de ce film parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai en DVD parce que c'est une comédie romantique. Moi j'aime bien ce genre de film. Oui c'est très léger mais c'est très agréable à regarder aussi, c'est très drôle. Et en plus dans ce film-là il retrouve son ancienne costar Robert De Niro. Et il y a aussi eu les films Night at the Museum. Donc il y a eu le premier en 2006. Et il faut savoir que ces histoires sont basées sur un livre. Et le premier ça a été un énorme succès, il y a eu beaucoup de nominations. Il y a eu la suite en 2009, Night at the Museum, Battle of the Smithsonian. Et en 2014, il y a eu Night at the Museum, Secret of the Tomb. Et ce film, c'était vraiment une de ses dernières apparitions. On comprend pourquoi, puisque sur le tournage, c'était très compliqué. Ses troubles, sa maladie, elle était de plus en plus apparente. Il pleurait tous les soirs, il ne se souvenait plus de son script. En fait, il n'avait plus du tout confiance en lui, en ses capacités, parce qu'il perdait la mémoire. Malgré tout ça, il est vu pour beaucoup comme l'âme de ce film, alors qu'il n'a pas forcément le rôle principal. Bref, j'ai pas cité tous les films qu'il a fait parce qu'il en a vraiment fait énormément, il y en avait quasi un tous les ans, donc j'ai vraiment réduit avec ceux qui ont le plus marqué, j'en ai choisi vraiment un peu par-ci par-là, mais vu qu'il y a encore tellement de choses à dire, il fallait que j'essaye de raccourcir cette partie-là, et en effet, parlons de ses troubles et de ses addictions. Robin, il est tombé dans l'addiction des drogues et de l'alcool dans les années 70 parce que comme je l'ai dit, c'était vraiment ce qui était à la mode à l'époque, c'était accessible à tous et donc tout le monde en prenait, donc lui il est vite tombé dedans. Ses proches vont dire qu'ils étaient étonnés de sa grande consommation, mais en fait lui, il était vraiment sujet à tomber dans ce genre de situation parce qu'en fait il était de nature très dépressif, il était très solitaire, très anxieux. Ça c'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas. Tout au long de sa carrière, comme vous avez pu le constater quand je vous ai dit comment il était sur les tournages, en fait c'était quelqu'un qui était toujours ultra stressé. Pour certaines personnes, il était vu comme un génie, qui avait un talent incroyable et que c'était inné, mais en fait ses proches savaient que ça venait d'une personne qui était tellement anxieuse qu'il analysait tout et qu'il était très dur avec lui-même. Donc oui, il était talentueux, mais ça lui venait pas comme ça. En fait, il était très dur avec lui-même et il cherchait toujours cette perfection. Sauf qu'il a un ami à lui qui s'appelle John Belushi qui est mort d'une overdose et donc suite à ça, il s'est rendu compte des dangers des drogues et donc il a décidé d'arrêter. Il va remplacer cette addiction par une addiction un peu plus saine qui est l'addiction au vélo. Et du coup, il va réussir à être sobre pendant 1 an. Quand tu as une dépression, ça revient et les troubles qu'il avait ne disparaissaient pas de toute façon. Et donc en 2003, il va reprendre à nouveau l'alcool. Et comme je vous ai dit, c'était à la période où justement il faisait beaucoup de films qui ne réussissaient pas. Et du coup, il s'est dit si je bois, peut-être que toutes mes peurs vont s'éteindre, sauf que pas du tout. Et en plus de ça, il y a eu la mort de son ami Christopher Reeve dont je vous ai parlé. Et donc il essayait vraiment d'utiliser l'alcool pour fuir toutes ces émotions qu'il ne voulait pas ressentir. Et à ce moment-là, il était vraiment dans le déni. Il estimait qu'il avait aucun souci, il voulait pas en parler, jusqu'à ce que sa famille lui mette la pression. Et du coup, il va aller en réhabilitation en 2006. Il va du coup réussir à s'en sortir, sauf que malheureusement, rebelote, en 2014, il va retomber dedans. Faisons un petit point sur la vie sentimentale. En 1978, il va se marier avec l'actrice Valerie Velarde. J'espère que je le prononce bien. Et ils vont avoir un enfant ensemble, donc Zach, en 1983. Et ils vont divorcer en 1988 à cause d'infidélité de son côté à lui. Parce qu'il y a une de ses maîtresses qui avait porté plainte contre lui parce qu'il lui aurait transmis une IST. Mais très rapidement après, il va se marier avec la nounou de son fils Zach,
Marcia Garces, j'espère que je le prononce bien, sûrement pas, c'est pas grave. Donc en 1989, ensemble ils vont avoir 2 enfants, donc il y aura Zelda en 1989 et Cody en 1991. Et eux aussi ils vont divorcer en 2010 et c'était dû à l'alcoolisme du coup de Robin qui était vraiment incontrôlable. Mais encore une fois, très rapidement après, en 2011, il va se marier avec une designeuse, Susan Schneider. Et eux, ils n'auront pas eu d'enfants ensemble, mais il va terminer sa vie avec elle. Et donc parlons justement de la fin de sa vie. Plus le temps passait, plus sa santé, ça va s'aggraver. En fait, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il savait pas quoi. Il a essayé plein de différentes techniques pour essayer de trouver une solution, pour essayer d'aller mieux. Il va faire plusieurs tests. On va le diagnostiquer de la maladie de Parkinson, mais en fait c'était un mauvais diagnostic. Par la suite, il va enchaîner plein de troubles différents. Donc il va avoir des insomnies, des terreurs nocturnes, des problèmes de digestion, des tremblements à la main, de l'anxiété, de l'insécurité. Et par la suite, ça va vraiment s'accélérer et ça va être des pertes de mémoire, comme je vous avais dit sur Night at the Museum. Et ça va être aussi de la désillusion et de la paranoïa. En fait, c'était vraiment de la paranoïa qu'il avait et il n'avait pas été bien diagnostiqué, malheureusement. Ce qui est le pire dans cette situation, c'est qu'en fait, il était complètement conscient de sa dégénérescence et de tous ses symptômes et que ça n'allait pas en fait. Et c'est pour ça qu'il avait pris sa décision et que le 11 août 2014, il s'est suicidé. Et en fait, ça a vraiment choqué le public parce que ils n'étaient pas au courant de tout ça ou en tout cas de la profondeur de ses troubles. En fait, l'autopsie va révéler qu'en fait, il n'avait pas Parkinson et ils vont réussir à enfin mettre des mots sur ses troubles qu'il ne comprenait pas pendant des années. Et du coup, justement, sa femme, Susan, elle va sortir un livre qui s'appelle The Terrors in My Husband's Head. Et justement, elle a voulu écrire ce livre pour parler justement de la maladie de son mari et de toutes les incompréhensions qu'il y avait autour et de tous les mauvais diagnostics. Du coup, je trouve que l'histoire de Robin, et on en avait un peu parlé déjà avec Jim Carrey qui lui aussi est en fait quelqu'un de très dépressif, je trouve que leurs histoires montrent à quel point la dépression c'est une maladie très silencieuse et c'est pas forcément une maladie qui se voit parce qu'il y a encore des gens qui pensent que quand t'es dépressif ça se voit, mais en fait non, t'as des gens comme eux en fait qui sourient, qui rigolent alors qu'en fait ils ont un profond mal-être. Et justement on dit souvent que c'est ceux qui font rire la galerie qui en fait sont les plus malheureux, et en tout cas dans son cas c'était le cas. Et je trouve que ça montre aussi qu'il faut pas juger un livre sur la couverture, parce que lui, de prime abord, on pourrait croire que c'est quelqu'un de super drôle, de super joyeux, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Bon là, pour le coup, c'était pas son époque, mais je trouve qu'on peut vraiment faire un lien avec aujourd'hui où tout le monde se permet de critiquer sur les réseaux. Un cyberharcèlement qui est totalement présent dans notre société et qui est totalement accepté. En fait, les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est pas la réalité et qu'on montre que ce qu'on a envie. Et donc il y a des gens qui ont une aisance à critiquer, mais ils se rendent pas compte de ce que la personne peut ressentir. Et je trouve que des histoires comme celle de Robin montrent encore plus à quel point en fait le paraître n'est pas la réalité. Donc peut-être que des fois des gens devraient faire attention aux propos qu'ils utilisent parce que tu peux blesser quelqu'un qui l'est déjà beaucoup. Et au final, beaucoup d'acteurs qui ont travaillé avec lui diront qu'en fait il était soit très silencieux et dans son coin, soit c'était quelqu'un, vous voyez qu'il était très exubérant, très énergétique, ou en fait limite il jouait un rôle, il jouait un personnage. En tout cas ce qui est sûr c'est que Robin Williams, il aura vraiment marqué sa génération et le monde du cinéma de manière générale, tant pour ses rôles de comédie ou pour ses rôles plus dramatiques ou même ses voix de doublage. C'est bien pour ça qu'il aurait été récompensé pour ses performances parce que c'est vraiment une icône d'Hollywood. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un script que j'ai fait en l'espace d'une après-midi, ça allait tellement vite, je me suis pris pour le coup beaucoup d'interviews et beaucoup de personnes qui racontaient son histoire. Et donc c'était un peu triste et déprimant de voir tout ce qu'il a vécu et tous les troubles avec lesquels il a vécu, avec lesquels il s'est battu. Je trouve que ça montre aussi à quel point en fait ça peut commencer dès l'enfance. D'où le fait que moi je veux pas d'enfant parce que c'est très dur d'être parent et tu peux faire ton mieux, au final tu peux quand même créer des traumas chez ton enfant et pour lui ça a été un peu le cas. Vraiment son histoire était très triste, ça m'a beaucoup touchée. Et je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé le script, mais je suis contente de l'avoir fait. J'ai pour projet le mois prochain de faire une vidéo sur Martin Lawrence, parce que lui aussi c'est un acteur de comédie que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup regardé quand on était petite. J'espère que son histoire sera un peu plus joyeuse que celle de Robin. En tout cas, si c'est pas déjà le cas, suivez-moi, activez la petite cloche pour pas louper les vidéos quand elles sortiront. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!